Bonjour et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je m'assois avec Françoise Boivin, qui est avocate de formation et qui s'est lancée en politique fédérale en 2004, d'abord avec les libéraux, puis avec le NPD. Après sa défaite en 2015, elle se concentre sur la pratique du droit et continue de commenter l'actualité et la politique dans divers médias. 3, 2, 1... Françoise Boivin qui est avec nous autres. Françoise, merci de nous donner du temps. Là, un vendredi après-midi comme ça, là, c'est pas toujours tentant, puis tu nous accordes un bon bout de ton temps, c'est bien apprécié. Ben, c'est gentil. J'aurais jamais été capable de vous dire non à la gang parce que je considère que beaucoup de ce qui m'arrive présentement dans les coms, c'est grâce à ma TV Buckingham, Boss-Liev, parce que sérieusement, là, c'est parce que quelqu'un m'a vu à mon émission sur tes ongles que tout est parti. Alors, tu sais, puis je m'ennuie de vous autres. Arrête donc, notre rendez-vous. Ah non, je te jure, on dirait que ça fait une éternité de tout ça, hein, parce que le monde est tellement différent maintenant. Mais en tout cas, un plaisir d'être avec vous autres. Mais je n'ai même pas regardé, je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que tu avais enregistré avec nous autres, honnêtement, tu viens-tu? Ça fait Dieu. 2 ans au moins? Ça fait plus qu'un an, c'est certain. Ouais. Il me semble que c'était avant le début de la COVID. Donc, ça, c'est clair. Non, mais c'était l'année d'avant. Là. Mais je me souviens. Pour nous mettre dans le temps, je me souviens qu'on avait parlé de Game of Thrones, puis là, je t'avais dit, il ne faut pas que tu m'en parles de la fin, parce que moi, je ne l'avais pas vu encore. Et moi, je l'ai tellement revu depuis, parce que c'est une série que j'adore, que je pourrais même pas te dire quand est-ce qu'on s'est parlé de ça. Le temps, on dirait, a plus de balises. C'est tellement bizarre juste de savoir quelle journée de la semaine tu es. Si c'était pas de mes affaires de TV, là, je te jure que je serais mêlée dans mon calendrier. Ben, c'est ça, comme ça, dans ce contexte-là. Mais là, parce qu'on en parle, Game of Thrones, qu'est-ce que tu as pensé de la finale? Parce que je l'ai jamais su, finalement. On peut en parler, tout le monde l'a vu, là. Moi, j'ai adoré, premièrement, parce que de voir qui se débarrassait du méchant King, de voir Arya, le move qu'elle a fait pour s'en débarrasser. Je me suis dit au début, il va l'avoir, puis non, ça se peut pas. Puis de l'avoir prendre son couteau, puis pouf. En tout cas, c'était pour moi, malgré tout ce que certains fans disent de la série, puis c'était épouvantable, moi, j'ai adoré, ça s'est bien terminé, ça s'est terminé logiquement dans ma tête, et puis il suffit, des fois, ce qui est de fun, là, retourner au début. Ouais. Après avoir vu la fin, c'est tellement une longue série avec beaucoup de personnages. Il y a des fois des personnages comme celui qui entraîne Arya à devenir excuse l'expression anglaise, la warrior qu'elle est, qui est probablement la plus dure de toute la famille Stark, qui est en forme, qui n'a pas froid aux yeux. Pour se rendre là, elle est entraînée, mais elle rencontre le gars qui l'entraîne, tu sais, qui dit qu'il faut qu'elle devienne la personne sans yeux, là, qui ne voit pas pour qu'elle soit de plus en plus forte. Alors, c'était le fun. J'ai revu la série du début, puis là, j'ai pu mettre des choses ensemble, puis me dire, là, je comprends. Alors, moi, j'ai trouvé, après, surtout l'avoir revu au complet, que ça avait énormément de sens. Puis si tu aimes Arya, regarde, je me souviens plus sur quel poste, mais tu le trouveras sur Internet. Elle est dans une nouvelle série bizarre. Quand tu aimes les choses différentes, là. Okay. Elle vit dans le bois avec sa mère qui a créé depuis son enfance un monde en parallèle, mais qui tout d'un coup arrive dans le vrai monde. Okay. Et ça met en évidence aussi ses talents de warrior encore. Ça s'appelle Two Weeks to Live. Tu regarderas ça puis tu m'en donneras des nouvelles. Ouais. Mais le monde, je pense ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est le revirement avec la reine, la reine des dragons. Ouais. Ça avait l'air bizarre. Arya, je pense que ça a bien passé. C'est la reine, je pense. Arya, ça a bien passé. La reine, par contre, moi, je trouvais qu'il y avait une logique. Ouais. Quand tu regardes, elle était rendue, à mon point de vue, là, assoiffée de pouvoir. Ouais. Et c'était le seul choix qu'il avait, même si c'était épouvantable parce que les gens étaient contents de les voir ensemble, là, on ne refera pas leur arbre généalogique parce que c'est pour se perdre, mais tu voyais que le pouvoir, c'était maintenant tout ce qui primait, puis dans le fin fond,
ça aurait été de refaire tout simplement toutes les erreurs du passé. Et en tout cas, dans mon côté, peut-être un petit peu plus, je dirais pas naïve, parce que j'en ai vu tellement, là, surtout en politique. Je te dirais que ça m'a rejoint de me dire que pour une fois, là, non, on met un terme à tout ça. On sait comment terminer toute cette cochonnerie-là, mais est-ce que quelqu'un va avoir le courage de le faire? Ça aurait été beaucoup plus facile de juste s'installer puis de trôner avec Denis Riss. C'est clair. Mais il a pris le choix qui était fidèle à lui-même, c'est-à-dire, lui, c'était le bon gars dans le fin fond. En tout cas, moi, je l'ai pris de même, puis ça a fait mon affaire. Ben, tant mieux. Là, je sais qu'à ce temps-ci, d'habitude, tu es en Floride, ou sinon... Ouais, c'est ça, d'habitude, tu es en Floride à ce temps-ci. Évidemment, cette année, ça change, ça change la donne. Comment tu trouves pas ça trop pénible, là, l'hiver, ou à Gatineau? Ben oui, je trouve ça. Je pense qu'il ne se passe pas une semaine que je ne dis pas j'haïs l'hiver. Ce que j'ai manqué particulièrement, c'était de passer Noël dans le sud. Puis d'un autre côté, je me disais, à cause de la pandémie, ça va me permettre. Tu sais, l'année passée, je me disais, yes, sans savoir qu'on était pour être encore confinés, avec des règles assez strictes de non-voisinage de famille et autres. Alors, mais à l'époque, je me disais, je vais rester ici, sachant pas trop, surtout quand je voyais ce qui se passait aux États-Unis. J'avais même déjà mis un X, moi, vers le mois de mai-juin l'année passée, en me disant, non, cette année, je vais faire, oublions la Floride, là, tant qu'ils seront pas un petit peu assagis au niveau du respect des règles sanitaires, puis surtout en Floride, là, où je suivais ce qui se passait là-bas, puis c'était clair que même si j'allais vivre dans ma petite bulle à la maison que je loue depuis quelques hivers, je me disais, non, je ne veux pas prendre la chance. Écoute, moi, je ne suis pas hypochondriaque, là, je ne suis pas maniaque à ce point-là. Par contre, j'ai eu le H1N1, il y a quelques années, j'en suis convaincue. J'étais tellement malade, là, Jean-François, que ma crainte, c'est ce qui m'arrête, c'est ce qui me rend sage dans le suivi des règles que nous donne la santé publique. Et même des fois, je vais plus loin qu'eux autres parce que j'ai juste peur que si je l'attrapais, mon corps, je ne sais pas comment il réagirait. Alors, c'est là que j'ai mis un X là-dessus, puis je me suis dit, ça va me permettre de passer un beau Noël avec ma famille et autres. Et ça, tous les plans ont été mis à l'eau, là, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas quand même se visiter. Fait que je me suis retrouvée à passer Noël dans mon condo avec le fret et à regarder mes images de Floride en me disant, un jour, j'y retournerai. J'ai comme une image dans ma tête de toi en train de swiper tes images de Floride. Tu ris, mais j'ai refait tout le parcours de golf, parce que moi, je suis une golfeuse, j'adore golfer. C'est pour ça que j'allais en Floride réellement. Là. C'était plus pour aller relaxer, décrocher, parce que quand je suis autour, je peux jamais décrocher. Tu sais, l'actualité est là, les gens t'appellent, les journalistes, peu importe, les contacts. Mais quand je suis en Floride, c'est comme s'il y avait une immense barrière, puis les gens ne m'achalent pas avec ces choses-là. Et ça me permet d'aller sur le terrain de golf puis d'être seul avec la nature. C'est tellement beau. Hey, tu golfes puis tu vois un alligator dans ta face, là. C'est quand même impressionnant. Puis c'est des choses que je ne suis pas habituée de voir, moi, étant une fille de ville, littéralement de ville. Alors, c'est un beau moment où je peux me ressourcer, tout ça. Alors, j'ai refait tout le parcours de golf de mémoire, là. En regardant mes photos, je me disais, trou numéro 1, c'est telle chose, je fais tel coup, trou numéro 2. Ça m'a aidé à passer l'hiver en partie et une partie de la COVID. Là, tu as parlé des médias là, qui t'appellent. On te voit un peu partout. Là, puis on a parlé un petit peu en entrée de jeu. C'est quoi, où tu es impliqué? Là? Je sais que tu fais encore ta chronique à 104.7 audio. Non. Ça, j'ai terminé. J'ai commencé. Ça fait un bout, comme je te dis. C'est vrai, mais si je t'ai entendu d'abord. C'est à Radio-Canada. Je fais ça tous les mardis matins. Radio?
à la radio OK. de Radio-Canada, J'essaie de l'avoir, je t'ai Ottawa-Gatineau. entendu, dans ma tête, c'était 5 ans. J'ai commencé l'été passé, fait que je me suis dit, oh, c'est le fun, pourquoi pas? Puis c'était Luca Jacques qui remplaçait Philippe Marcoux, qui est Oui, leur oui, oui. animateur du matin, qui était en vacances. Puis Luca et moi, on se connaît bien parce que à l'époque, Luca était à TQS, je pense, à l'époque, ça Mhm. s'appelait Ouais, TQS, et je faisais une chronique politique à son émission. OK. Alors, il y avait le goût d'avoir une différente chroniqueuse politique. Alors, j'ai commencé avec lui, puis quand Philippe est revenu de ses vacances, ils m'ont demandé de continuer, mais j'étais déjà sous contrat avec RDI parce qu'ils ont commencé une nouvelle émission en septembre qui s'appelle En remplacement du Club des Ex. C'est Mhm. leur émission du midi là, qui était avec d'anciens politiciens. Mhm. Puis bon, alors là, ils ont décidé de faire un changement après X nombre d'années, de mettre l'émission Mordu de politique que je faisais déjà avec Sébastien Bovet puis plusieurs. Je pense qu'on était une famille de 20 à peu près. Alors, on alternait. Moi, je faisais 2 jours, deux chroniques par semaine ou 2 participations au débat, si tu veux. Et là, ils ont décidé de mettre ça de façon plus, comment je pourrais dire, plus, pas stable, mais toujours les 4 mêmes panélistes. Alors, du lundi au jeudi, Mordu de politique avec Sébastien Beauvais à 12h30 jusqu'à 14h. Ben, c'est avec mon ami Pierre Moreau du ancien du Parti libéral du Québec, Mhm. Jean-François Lisée, l'ancien chef du Parti québécois, Dimitri Soudas qui avait travaillé avec Stephen Harper, et puis moi. Et puis, on débat toutes sortes de sujets. Il faut dire que la COVID prend pas mal de Ben ouais, place, là. ouais. Mais on fait ça du lundi au jeudi, et puis pendant 1 heure. Après ça, il y a une chronique américaine, et puis des analystes, journalistes de la politique en fin d'émission. C'est super le fun, on adore. Tu sais pas, parce que, à part Pierre Moreau, que je connaissais personnellement, parce que c'est un avocat en droit du travail lui aussi, puis c'est ma spécialité, donc on avait déjà eu à travailler. Je ne dirais pas nécessairement ensemble, mais son bureau à Montréal était affilié avec le nôtre en Outaouais. OK. Et puis, on se connaissait quand même bien, parce qu'on a continué à se connaître avec la politique. Jean-François, je l'avais croisé, je faisais un bout. Puis Dimitri, ben, comme conseiller politique de Stephen Harper, c'était pas nécessairement mon personnage préféré à l'époque où je siégeais avec Jack Layton, puis le NPD au fédéral. Alors, tu te demandes toujours, tu sais, Jean-François, l'énergie, moi, c'est important. Comment est-ce qu'on est Ouais, ensemble? la Tu sais, quand chimie, j'ai là. travaillé avec vous autres, cette chimie-là, avec Jeanne-Sophie, avec toi, c'était le fun. Tu sais, même si tu es tout seul devant ta caméra, tu as quand même une équipe avec toi. Et puis, il faut que imagine si tu t'entends pas avec ce monde-là, c'est pénible. Ben, Mais réellement, on a du fun ensemble. C'est comme si tu peux croire qu'en politique, on peut avoir du plaisir. On se tire la pipe sur certaines choses, on s'agace sur certaines autres. Puis en même temps, ben, on discute de politique. Puis je pense que les auditeurs ont de l'air d'aimer ça. Puis on enregistre vendredi, mais demain, samedi, le 20, je vais avoir ma première chronique dans la section débat de la presse. Ils m'ont demandé de participer 1 fois ou 2 semaines. Alors, ça aussi, c'est un autre une genre de autre défi, là. corde. Oui, un autre genre, il m'a dit un autre genre de défi, Jean-François, c'est écrire. Là, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de respect pour ceux, les intellectuels qui s'assoient, qui réfléchissent à plein de choses, qui pondent des livres, des essais, peu importe. Et quelle discipline! Tu aurais dû me voir hier en train de finaliser mon premier article. C'était un processus, je vais vous en faire grâce parce que c'était long. C'était, je dirais pas pénible, c'était intéressant parce que c'était différent. Puis moi, je suis une fille qui aime essayer des choses. Et puis, mais une torture mentale personnelle en même temps. Mais wow, c'est parler une chose, c'est facile, tu sais, pour moi, mais écrire, de focus, c'est pas toujours évident. Ouais, je peux imaginer. Puis là, tu dis, ah, c'est tant mieux, ça veut du plaisir, parce que je peux imaginer qu'après 1 an, veut pas, on s'entend, là, c'est la COVID qui fait les manchettes, que vous parlez j'imagine, à peu près tout le temps. T'es-tu tanné d'en parler? Bien, je veux te dire, on est tous collectivement tannés d'en parler. Tannés dans le sens que chaque jour, on a des nouveaux angles tu sais, soit une semaine, la question de la semaine, c'est le nombre de vaccins. La semaine d'après, c'est, bon, c'était quoi les contrats pour les vaccins? Après ça, c'est, sont-ils bons les vaccins? On peut-tu mélanger des vaccins? Fait que tu peux prendre un sujet,
puis le subdiviser en Ouais. 250 millions de parties. Je pense qu'on est fatigué de la COVID parce qu'on est fatigué collectivement de voir ce mot-là prendre autant de place dans notre vie, dans notre quotidien, Ouais. avec différents, comment je pourrais dire, différents résultats, différentes situations qui n'ont pas nécessairement aidé à passer ce temps-là. Le fait de ne pas être avec tes chums, le fait de moins voir ta famille. Moi, j'ai perdu ma mère au mois d'octobre, pas de la COVID, mais c'est pas la même, tu sais, c'est pas un deuil normal comme pour n'importe quelle autre personne, parce qu'on ne pouvait pas aller tous s'appuyer, se réconforter Ben oui. en groupe. Ça manque, ça. C'est comme s'il y a un vide en quelque part, puis en même temps, le respect de la personne qui est décédée, tu as l'impression qu'elle s'est faite court-circuiter un peu sa fin de vie parce qu'elle n'a pas, au moment où on se parle, eu droit aux hommages qu'elle aurait eu normalement. Puis c'est vrai de tellement de monde. Et pire encore, parce que des gens qui savaient que leurs parents étaient mourants de la COVID, entre autres, puis qui ne pouvaient même pas aller les voir. Ouais. Il y a tellement de... Alors ça contribue dans mon livre à moi à créer une espèce d'épuisement mental qui fait que d'en parler, on a comme pas le choix, mais on a cette fatigue collective où des fois, là, juste de dire qu'on va se parler de cinéma qui ouvre, puis de popcorn ou pas de popcorn, ça fait du bien, là, tu sais. Tu cherches quasiment n'importe quel sujet autre que la COVID pour pouvoir te changer des idées. Puis moi, réellement, là, je focus sur le fait que les vaccins, j'y crois qu'ils vont être arrivés là, en grande quantité avant la fin de l'année et qu'on pourra baisser la garde, mais qu'on va changer notre façon de vivre pour encore bien des années parce que c'est simplement symptomatique de beaucoup d'autres virus qui pourraient arriver, qui nous dit qu'on doit se prémunir puis peut-être penser plus santé qu'on le faisait avant. Puis j'ai juste peur que la mémoire étant une faculté qui oublie, qu'on reprenne notre petit train-train sans tirer de leçons extrêmement importantes de tout ce qu'on aura vécu comme enfer collectif. Bien, clairement, il me semble qu'on a la mémoire courte parce que quand tu regardes, j'avais vu passer une vidéo où on s'amusait, on s'amusait. C'est pas drôle, là, c'est pas amusant, là, mais on y avait mis une à la suite de l'autre, puis toutes les années où les hôpitaux sont saturés à chaque fois, puis qu'il y a des débordements. On en parle beaucoup là parce que la situation est exceptionnelle, mais ça date pas d'hier. Là. Fait qu'on a comme oublié, on dirait, de gérer nos hôpitaux comme il faut. Puis il y a au Québec, puis partout, à plein d'endroits dans le monde aussi. Là. Tu as tellement raison. Puis c'est d'ailleurs, il faut se rappeler, hein, la raison des confinements, on le sait qu'il y a juste un infime pourcentage de la population qui attrape la COVID, que ça va tourner à quelque chose d'ultra grave et même jusqu'à la mort. On le sait, ça. On le sait que c'est un certain pan de la société, certain âge, etc. Alors, il y aurait eu des moyens, il y a des moyens qu'on peut prendre pour s'assurer qu'on n'infecte pas ces gens-là, puis qu'on les mette à l'abri. Puis on aurait pu décider de laisser le reste de la population vaquer à ses occupations. Le problème, c'est que ça prend tellement pas de temps, ce virus-là, à se propager aussi dans la communauté. On ne sait pas, comme je le disais tantôt, comment d'autres catégories d'âge peuvent réagir. Et surtout, c'était pour sauver le système de soins de santé qui sont déficients à travers le monde. Tu l'as très bien dit. Mais quand tu dis que ce n'est pas d'hier, c'est tellement vrai que je peux retourner, moi, à je ne sais pas combien de campagnes électorales où on se promenait en disant la santé, c'est la priorité numéro 1. Et là, tu avais des partis politiques qui, eux autres, faisaient des supposés sondages, puis qui arrivaient et qui sondaient la population, et la population disait non, l'économie, c'est numéro 1. Moi, je me dis, on va chercher des coupables à la fin de tout ça. Hein? Il va y avoir toutes sortes d'enquêtes. Il y a une enquête du coroner là, qui est un petit peu retardée sur ce qui s'est passé au CHSLD Aaron. OK, il y aura une enquête probablement publique pour voir comment est-ce qu'on pourrait, à l'avenir, mieux réagir, mieux se prémunir, etc. Et il va falloir qu'on se regarde tous et chacun, parce que oui, on va peut-être pointer du doigt certains gouvernements, mais tu sais, Jean-François, les gouvernements sont une réflexion de qui nous sommes.
Nous élisons des gouvernements qui décident que l'économie, c'est numéro un. Nous élisons des gouvernements qui disent « Ah non, il faut mettre tout l'argent en environnement ». Pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de nos aînés, on ne s'occupe pas de la santé, on diminue, on coupe des infirmières, on les exténue. J'ai le médecin, moi, qui demeure en bas de chez moi, dans le condo, dans l'édifice à condo où je suis. Les heures qu'elle fait, JF, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ouais. Et ça, c'est une jeune médecin résidente, là. Ils sont tous comme ça, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires. C'est mental. Il n'y a personne en son âme et conscience qui, normalement, là, accepterait ce genre de choses-là. Et ma crainte, c'est que quand tout ça va être terminé, ben, on va revenir au petit train-train, puis on va se dire, mettre un autre 20, tu sais, les provinces demandent 28 milliards ou je ne sais pas trop au fédéral, je ne me rappelle pas du chiffre exact, pour que le fédéral revienne au niveau de ce qu'il finançait en matière de santé. On oublie tous que depuis les années 90, là, lorsque Jean Chrétien est arrivé au pouvoir avec Paul Martin, il y avait un immense déficit qui est encore rien à comparer à ce qu'on a présentement parce que l'argent pousse dans les arbres au niveau fédéral, probablement avec raison. Mais est-ce qu'on en aura suffisamment pour régler les problèmes systémiques en santé après, ou est-ce qu'on sera, et le cœur de la population va se mettre à dire « Oh, il faut enlever le déficit, il faut résorber le déficit, il faut réduire le déficit ». Et qu'est-ce qui coûte le plus cher? La santé, l'éducation. C'est encore eux autres qui vont payer le prix parce que c'est comme ça qu'ils ont refait les finances publiques dans les années 90 pour arriver au déficit zéro fédéral. Ils ont coupé dans les transferts en santé aux provinces, entre autres, pour devenir, au lieu d'être à du 50-50 avec les provinces, sont rendus à du 20 quelques %. Ça veut dire que c'est les provinces, toujours nous autres, les payeurs de taxes, finalement, en bout de compte, là, qu'on le paye au fédéral ou qu'on le paye par le provincial, c'est nous autres qui payons pour tout ça. Mais les provinces sont étirées au maximum. Alors moi, je pense qu'elle va prendre un effort collectif de tous les paliers de gouvernement pour se dire, savez-vous quoi, là, on va mettre, et ça va prendre l'appui de tous les joueurs à l'interne, les syndicats, les corps professionnels comme le Collège des médecins, les infirmières, les préposés, tout le monde qui travaille, qui gravite autour de ça, les patients qui sont les clients numéro un pour qu'on puisse se doter réellement d'un système qu'on prétend être gratuit, universel, égal pour tout le monde. Sinon, le temps qu'on n'aura pas fini ce chantier-là, on va revivre des épisodes comme celui-là, puis on va devenir... on va craquer de partout. On n'aura plus ces argents-là. Les fonds mondiaux vont dire au Canada, « Hey, paye ta dette, mon petit pit, là, parce que on ne vous prêtera plus d'argent avec des belles cotes de crédit. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer nos taux d'intérêt. » En tout cas, tu sais, il y a des gros chantiers à venir. Wow. Oui, effectivement. Puis, tu sais, tu dis la santé, puis tu as souligné l'éducation. C'est comme on dirait que c'est les deux. Là, parce qu'on coupe tout, puis il me semble que c'est la base. C'est la base de ce qui devrait tenir ta communauté, tu sais, l'éducation pour la santé, puis on n'est pas capable de la tenir à l'aise. C'est épouvantable. Tout à fait. Puis nos aînés dans les CHSLD. Par parallèle de la santé des aînés, effectivement. Exactement. Puis quand j'ai vu la situation aussi, tu sais, quand j'ai vu la situation dans les maisons de personnes âgées, là, on savait déjà que c'était difficile. On en a vu des cas affreux qui ont passé dans les médias, tout ça. Puis là ça a vraiment, je pense, mis à la lumière tous les problèmes qu'il y avait au niveau de ces centres-là. Puis en tout cas, j'ose espérer que les gens vont le retenir effectivement. Là, Ça a prouvé ce qu'on dit depuis des années, que c'est un maillon faible dans tout le réseau de santé services sociaux. Rappelle-toi quand il y avait eu la question des menus, parce qu'on leur offrait de la nourriture de chenoute. Tu avais le bon docteur Barrette, qui était ministre de la Santé à l'époque, qui était allé faire un gros show avec des shows de boucan que moi j'appelle. Je dis pas que ça règle pas des parties de problèmes, là, mais les politiciens, souvent, quand ils font ces shows-là, là, c'est pour essayer de faire un gros point, mais bien souvent, le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi par après. Alors, on fait le show, on sert la bonne bouffe, puis une fois que tout le monde est parti, quand j'étais députée, moi, puis qu'on allait dans les CHSLD, dans le temps des fêtes, parce qu'on était demandé d'aller participer, saluer le monde, écouter les petits parties de Noël et tout ça,
Et moi, je regardais, je suis convaincue là, qu'ils sortaient les plus beaux apparats, les décorations, ça avait de l'air, hey, wow, des milieux de vie extraordinaires. Ce qui aurait été intéressant, c'était d'aller voir entre tout ça pour aller vraiment voir sur le terrain ce qui se passait réellement tous les jours. Je ne dis pas que c'était différent nécessairement parce que je suis allée dans des résidences pour personnes aînées, par exemple, entre des campagnes, j'allais voir des gens que je connaissais, tout ça. Alors, je les écoutais parler. Bon, c'est bien, mais certains CHSLD privés qui étaient peut-être moins, puis ça aussi, c'est une autre faute du système, si tu veux. On ne fait plus de vérification comme on faisait avant. Tu sais, les visites d'agrément qui appellent, qui sont d'aller sur place, voir comment on les nourrit, comment on les nettoie, quel genre de service on offre. Ben, tu sais, une fois que tu as avisé la personne, hey, je m'en viens chez vous, Jean-François, en visite demain à 3 heures. Beau, là. Ben, OK. Alors, tu sais, il y a un peu de tout ça. Il va falloir qu'il y ait des visites surprises. Il va falloir qu'on mette. Mais il faut payer des enquêteurs, il faut mettre du monde. Qu'il y a des inspecteurs qui. Ben oui, exactement. Alors, on va voir si les gens sont vraiment sérieux. Mais on a tous tourné un œil, puis je dis tous collectivement, en laissant ces situations-là perdurer. Combien de familles font juste installer leurs personnes d'un certain âge dans certains de ces centres-là? Et quand je parlais à certains aînés qui me disaient, tu es tellement content, tu sais, ils te prennent par la main, puis tu as envie de broyer. Moi, je suis bien broyarde de nature. Puis là, ils te prennent les mains, tu sais, comme si... Wow, j'ai de la visite. Hey, le cœur me saignait là, de voir des choses comme ça. Mais c'est indicatif que ces gens-là, souvent, sont stationnés là, pour ne pas dire parkés là. Puis après ça, les familles sont les premières à chialer après les gens qui essayent de faire de leur mieux, les préposés à l'intérieur, qui souvent regarde au Erin vers la fin, où il y avait 3 bénéficiaires pour 100 tu sais, les ratios, c'était épouvantable, un peu comme nos infirmières dans les hôpitaux. Alors, il va falloir qu'on revoie tout ça, mais faire plus que juste en jaser. Oui, mais c'est drôle, tu as parlé de show de boucan, mais en fond, c'est une stratégie un peu, c'est une stratégie politique de dire, ben regardez, on s'en occupe, on s'en préoccupe. Puis je pense que ça fait en sorte justement que c'est là que les gens l'oublient parce qu'ils disent, ah, tu sais, on a pas le sentiment de, bon, regarde, tu sais, ils ont ça en main, je pense que ça va bien aller, mais la réalité n'est pas toujours là. Françoise, il nous reste une trentaine de secondes pour terminer le premier segment. Je veux vouloir t'entendre après, je vais m'adresser aux auditeurs dans pas long, mais ma question qui va suivre, puis j'avais hâte de te poser, c'est qu'est-ce qu'on va retenir, tu penses, au niveau politique, au niveau de la CAQ, après toute cette phase-là. On va y revenir. Je vais prendre le temps de vous remercier, ceux qui nous écoutez à Ma TV Outaouais. Je vous invite là, à nous suivre sur notre chaîne YouTube. On est aussi en forme de balado-diffusion là, sur Apple Podcasts, sur Spotify et aussi sur SoundCloud. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se revoit bientôt. Donc, ouais, c'est ça. Fait que puis dès que j'ai su qu'on se parlerait, j'ai dit j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Je m'ennuie de tes opinions à voir de ça, parce que j'avais pas le choix de m'asseoir puis d'écouter. Puis là, c'est juste quand je tombe sur toi, dans le fond, que je t'écoute. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on va retenir de toute cette période-là que la CAQ va passer à travers? Est-ce que tu penses que les gens vont être tannés de voir la CAQ parce qu'on les a vus dans nos écrans tout le temps? Ils vont dire, OK, je veux du changement, puis ils vont l'avoir associé à une phase négative ou ils ne seront pas contents parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui critiquent beaucoup le gouvernement de comment ils ont dealé avec cette situation qui n'est vraiment pas évidente. Ou bien si tu penses qu'il va être vu comme un entre guillemets, héros, de dire il nous a fait passer à travers cette crise-là, puis que les gens vont être encore positifs face à ce parti-là? Moi, je te dirais, JF, que la grande majorité des gens, encore en ce moment, c'est presque surprenant, mais sont à un très fort pourcentage derrière François Legault. Réalise qu'il y a des choses que les gens ne sont pas contents, mais très peu collent sur le premier ministre du Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a cet air rassurant. L'idée des conférences de presse quotidiennes du début, moi, la première, là, j'étais réellement clouée à l'écran. Je regardais toutes ces conférences de presse, premièrement parce que c'était du jamais vu. Écoute, tu confines toute une population à la maison. Il faut que les gens adhèrent à tout ça sans trop avoir de l'information cohérente parce que ce n'était pas toujours cohérent. Moi, je me suis confinée par moi-même avant même qu'ils nous confinent.
parce que je commençais à sentir, j'étais de retour de la Floride tout juste, là, avant que tout ça parte l'année dernière. Puis je me disais, oh, ça regarde pas bien. J'ai eu une dernière soirée, tu sais comment j'aime le poker, chez des amis où on se rencontrait tous les samedis soirs. Et le 15 mars, je m'enfermais. Puis c'est un peu le style que je me suis donné pendant tout ce temps-là. Mais tous les jours, j'écoutais François Legault, qui, même si le docteur Arruda, qui au début, bon, tout le monde trouvait quel personnage, on avait besoin de ces petites pointes d'humour, mais à la longue, tu apprends que vedette un jour, vedette pas toujours, là, puis qu'on peut t'amener bien haut dans l'échelle du star system, mais on peut t'en sortir de là. Regarde ce qui se passe avec Danny Turcotte, tout le monde en parle. Ça prend une gaffe, puis on te ramasse comme pas à peu près. C'est hallucinant de nos jours. Alors, de voir François Legault, 1 an pratiquement, là, jour pour jour, dans un mois, que les gens l'aiment toujours autant, se sentent rassurés, même si on sait que tout n'a probablement pas été fait à 100% et correctement. Je pense qu'il l'aide, puis ce qui va faire que ça va continuer, et je souhaite bonne chance aux autres partis, aux partis d'opposition, tous partis confondus. Ils vont avoir toute une montagne à monter pour la simple et bonne raison, premièrement, que c'est pour la plupart des nouveaux chefs, très peu connus du public, qui n'ont pas eu autant de visibilité pendant toute la durée de tout ça, à moins qu'il se passe quelque chose qui change dramatiquement l'échiquier politique au Québec, et j'en doute, parce que aussi, il faut se rappeler que François Legault, depuis son arrivée, même avant la pandémie, des fois faisait des avancées sur certains sujets, voyait qu'il y avait un mur qui se levait devant eux et reculait, n'avait pas peur de dire ce que très peu de politiciens en passant, et sur ça, je les salue. Et c'est rare qu'un politicien va dire, sais-tu quoi, on s'est trompé là-dessus, on repart à zéro, puis on recommence. Alors, ça, les gens, je pense qu'ils aiment ça. Ils aiment ce côté qui n'a pas l'air politicien de François Legault. Tu sais, qu'il y a de la misère à dire, je ne me rappelle plus quel mot qu'Infoman avait sorti, là, mais... Ouais, j'ai un blanc, là, mais c'est correct, ça. Ça nous arrive tous. Moi, ça m'arrive fréquemment où, tu sais, tout d'un coup, tu cherches un mot, où tu as de la misère à en dire. Épidémiologiste, là, même 1 an plus tard, j'ai de la misère à le dire. Alors, tu sais, c'est normal, mais ça le rend sympathique aux yeux des gens. Il y a quand même des éléments relativement forts dans son cabinet. Je regarde Sonia Lebel, qui est au Trésor. Tu regardes Christian Dubé à la santé. C'est des gens qui respirent cette espèce d'aisance, mais sans avoir l'air trop politicien. Mathieu Lacombe, qu'on a tous bien connu ici comme chef d'antenne à TVA, qui est en train d'apprendre que la réalité d'être en politique, hier c'était drôle parce qu'au Mordu, on parlait du point d'une question de CPE, et c'est lui qui est responsable de tout ça. Puis ça me faisait drôle de me voir, moi, l'ancienne politicienne qui avait été interviewée par Mathieu, être celle qui maintenant commentait à l'inverse, exactement, certaines positions de Mathieu. Puis il va découvrir que c'est une chose. Lui, il a fait des promesses, par exemple, d'un nouvel hôpital dans notre région. On l'attend-tu avec une brique et un fanal l'année prochaine s'il n'y a pas eu plus qu'une pelletée de terre? Alors, mais ils réussissent quand même à s'en tirer. Ils n'ont pas peur de dire, bon, ben voilà, c'était ça la problématique. Oui, OK, les autres gouvernements, tu sais, on était habitué avec le PQ puis le Parti libéral, qui, à chaque fois qu'un prenait le pouvoir, l'autre disait, ah, tout est la faute de l'ancien gouvernement. La CAQ, des fois, va dire, ben, ils n'ont pas bien fait la telle réforme, on est obligé de faire certaines choses, on pensait que ça se ferait plus rapidement, mais ils s'assument en partie. Alors, à date, là, je me dis, je serais surprise. Puis, encore une fois, je ne dis pas que c'est la faiblesse des partis d'opposition, mais tu sais, tu prends un Gabriel Nadeau-Dubois, j'en ai parlé souvent à ma TV, Manon Massé, c'est des personnalités fortes, ces deux-là. C'est des interlocuteurs qui sont crédibles, mais ils n'ont presque pas de visibilité. En tout cas, pas auprès du public. Tu sais, oui, à tous les jours, ils font des conférences de presse à l'Assemblée nationale, mais à part les nerds comme moi là, qui regardent ça,
monsieur et madame tout le monde, là, ils ne regardent pas ça, mais ils vont écouter le bulletin de nouvelles ou ils vont voir François Legault, ses annonces de la journée. Alors moi, je pense qu'il va s'en tirer, à moins qu'il y aurait un immense scandale en termes contractuels, quelque chose de pourri là, au bout, que je ne vois pas nécessairement s'enligner malgré la grosse argent qui est dépensé en temps de pandémie. Je ne pense pas que d'ici la prochaine élection en 2022, là, que ça serait suffisant pour renverser la CAQ. J'ai comme l'impression qu'ils vont avoir un autre mandat majoritaire et probablement peut-être même extensionné, d'aller dans des coins. Ça risque d'être intéressant dans la région ici, vu qu'on a déjà des représentants de la CAQ. Avec Mathieu Lacombe dans ton coin de pays où ce qui est BATV, dans le mien, à Chapelot avec Mathieu Lévesque, qui fait quand même un travail intéressant de terrain, même en temps de COVID, qui réussit à ça. Je les suis pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font pendant ces temps-là. Et dans la Haute-Gatineau aussi avec M. Bussière. Alors, on verra ce qui va arriver avec le comté de Hull-Elmer, Hull puis le Pontiac, qui est encore des châteaux forts libéraux. Est-ce que ça le demeurera? On verra qui se présentera. Parce que, tu sais, quand en politique, tu attires des candidats de choix quand tu sais que le parti que tu vas embarquer dedans, là, a des chances d'être élu. Quand M. Legault est allé récupérer des Mathieu Lacombe, Mathieu Lévesque, M. Bussière, pour la dernière élection, ces gens-là, il fallait que tu les convainques qu'il y avait un petit peu de chance. Fait qu'ils y croyaient un petit peu, là, mais mettons qu'ils pensaient probablement pas gagner avec la CAQ alors qu'on était des comtés libéraux mur à mur depuis des lunes. Mais là, ils vont peut-être être capables de convaincre quelqu'un de fort d'aller dans Hull, par exemple, pour essayer de sortir Maryse Gaudreault, qui, par contre, fait quand même un travail. Là, c'est difficile de faire du travail de terrain en COVID, mais qui est connu dans son comté. Mais c'est plus attirant que quand tu n'es pas au pouvoir. Alors, ça change la donne aussi, ça complique la vie des autres partis qui peuvent avoir plus de difficultés à aller chercher des candidats. Mais une autre chose aussi qui doit compliquer leur vie, c'est que là, on est dans un contexte où il y a une direction qui est unilatérale. Là, fait qu'il n'y a pas grand débat, il y a pas. C'est à peine si on soulève des questions dans les partis d'opposition. Fait qu'en quelque part, ils sont comme désavantagés sur cet angle-là, j'imagine. Oui, ils le sont, oui et non, mais ils peuvent quand même mettre de la pression parce que l'Assemblée nationale siège. Il y a la période de questions comme normal. Il y a les commissions d'enquête, les commissions parlementaires, sur différents sujets. Mais comment je pourrais dire, c'est souvent le défi de sortir de c'est pas des carcans parce que c'est des outils parlementaires extrêmement, extrêmement importants, mais que malheureusement, les médias ne regardent pas nécessairement beaucoup. Alors, souvent, les médias vont être surtout sur la conférence de presse du premier ministre. Il annonce conférence de presse à 13 heures. Mardi, jeudi, ici, c'est à 5 heures, c'est parce qu'il va faire des annonces extrêmement importantes. Alors, tous les médias là, sont agglutinés sur ça, vont rapporter sur ça, vont disséquer ça. Pendant ce temps-là, que des partis d'opposition travaillent tel dossier qui est encore très important, ils doivent se battre pour obtenir de la visibilité médiatique. C'est vraiment pas évident. Ça appartient aux médias à ce moment-là, puis aux journalistes de terrain, d'enquête, mais ça pourrait être tout un autre débat qu'on pourrait avoir parce que même les grands médias sont rendus avec des ressources tellement limitées parfois qu'on est plus dans le commentaire, comme ce que je fais. C'est bon pour des gens comme moi, mais beaucoup moins sur le journalisme d'enquête. Et c'est souvent par le journalisme d'enquête qu'on apprend ce qui se passe réellement derrière les portes closes. C'est tellement fondamental. Moi, je suis une maniaque des décrypteurs, du journalisme d'enquête, parce que c'est ça qui m'aide personnellement à me faire une tête. Moi, je ne suis pas très partisane de nature, mais pour les partis politiques, qui ont, eux autres aussi, des choses de recherche, du financement pour de la recherche, tout ça. Mais eux autres aussi, tu sais, c'est un peu un cercle vicieux. Ils vont dire, les médias ne nous donnent pas de visibilité, mais utilisez vos propres budgets pour peut-être le faire, ce travail-là, et de le fournir aux journalistes qui, à ce moment-là, travaillent souvent de pair avec des partis d'opposition qui vont les mettre sur certaines pistes, puis eux autres, après ça, c'est du travail
c'est ce que j'appelle du travail démocratique. C'est ce qui fait que ces décrets-là qui donnent des pouvoirs énormes, autant au fédéral, à Justin Trudeau puis sa gang, qu'à François Legault au provincial puis son équipe ministérielle, bien, ça nous permet des fois de dire « Hey, stop, c'est trop, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas... » Puis, tu sais, on a le droit de savoir, la transparence, c'est important, puis circuler l'information de façon à ce que on ne s'inquiète pas parce que, tu sais, la nature a horreur du vide. Alors, quand on ne sait pas exactement ce qui se passe, on remplit avec des suppositions et c'est là que les scénarios apocalyptiques puis de complots sortent à droite et à gauche parce que nos dirigeants, ben, avec ce manque de transparence parfois, contribuent à ce que ces imbéciles-là puissent continuer à propager toutes sortes de niaiseries, là, tu sais. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, par exemple, de la part des médias, une certaine crainte vis-à-vis du journaliste d'enquête? Parce que, surtout là, je trouve dans la dernière année, tu sais, je me souviens que le New York Times en a parlé, puis Washington Post, où est-ce qu'eux-mêmes se font censurer, puis se font critiquer beaucoup, des choses quand ils vont essayer d'enquêter. Je me souviens, il y avait un article sur les origines possibles du fameux virus, puis il disait, bon, il faut ouvrir la porte à regarder, bien, que ça se pourrait que ça vienne du laboratoire de Wuhan, puis tout ça, puis là, cet article-là s'était fait bannir, puis les autres avaient écrit une lettre ouverte à Facebook, puis et compagnie, pour dire, ben écoutez, on fait un travail sérieux ici, là, puis nous autres, vous nous censurez. Fait que je me dis, ben peut-être qu'en quelque part, on se sent comme au pied du mur, puis dire, ben OK, ben des sujets qu'on n'ira pas toucher ou qu'on n'ose pas, là. Ah, il y a tellement, c'est tellement vrai ce que tu dis, puis elle est où la limite, puis c'est où la ligne qu'on trace? C'est-tu parce que moi, je pense que c'est complètement ridicule, telle théorie, que ça devienne une théorie de complot, puis qu'il n'y a pas peut-être certains éléments qui mériteraient d'être poussés un petit peu plus à fond. Moi, je pense que ça va prendre des propriétaires de médias qui vont peut-être se regarder dans le miroir, puis qui vont arrêter, parce que là, ils sont tellement frileux. La minute, tout est basé sur l'opinion publique. Alors, si l'opinion publique penche d'un bord, ben ils vont absolument massacrer le bord qui n'est pas de ce côté-là, vont mettre des pressions. On ne partira pas sur le débat du mot en haine, là. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, là, c'est qu'en intimidant, on empêche les gens de réfléchir, on empêche les gens de s'informer. De s'informer, moi, je l'ai toujours dit, de multiples sources. Moi, je n'ai pas la vérité incarnée. Toi, tu n'as pas la vérité incarnée. Personne qui nous écoute n'a la vérité incarnée. Mais à travers tous nous autres, on peut s'aider à en apprendre un petit peu plus. En gardant nos esprits ouverts, en sortant du personnel là, pour juste faire avancer une cause anti une race ou bien un genre ou bien peu importe, là. Si on se concentre sur les faits scientifiques, c'est une chose. Mais je pense que les têtes dirigeantes, des fois, je me dis, ils aiment ça nous voir un peu dans l'ignorance totale. Tu sais, entre toi et moi, je ne dis pas qu'ils sont contents qu'on soit tous confinés, là. Mais ça doit être drôlement plus facile de diriger politiquement présentement de cette façon-là, même si le stress est immense, puis le droit à l'erreur est pratiquement à zéro. C'est drôlement plus simple que de te retrouver chaque jour sur la sellette par les partis d'opposition, par les journalistes. Là, tout le monde t'en donne beaucoup plus que normalement. Alors, jusqu'à un certain point, j'ai toujours dit, tu sais, les grands leaders de ce monde, puis il n'y en a pas des tonnes, là, c'est les pharmaceutiques, c'est certains gros groupes qui sont multimilliardaires, c'est eux autres qui contrôlent un petit peu la planète à ce niveau-là. Alors, où est le vrai, où est le faux? Bien, il faut qu'on continue à s'informer, puis pas avoir peur de le faire, puis pas avoir peur de questionner. Puis avant d'affirmer, par contre, des choses qu'on ne sait pas ou qui ne sont pas prouvées, bien là, c'est à nous autres de faire le travail en question à travers de multiples sources. C'est drôle que tu dises ça parce qu'on avait cette conversation-là, moi, Roger puis moi, Roger Blanchette, on s'en parlait avant d'aller en ondes. Je salue Roger, je m'ennuie de Roger aussi. On se disait, une chose qu'il disait, il dit, on a l'impression qu'on est bien informé parce qu'on a toujours accès à l'information. Il y a beaucoup tu sais, les nouvelles sont en boucle, ça revient toujours. Mais il dit,
on répète toujours la même chose. Fait que c'est pas parce que tu as beaucoup d'informations que tu es bien informé. Alors que, comme tu dis, quand tu vas piger dans différentes sources, tu es beaucoup mieux informé que d'entendre toujours la même chose, tu sais. Ah, et comment? Puis, me dire, il y a des fois, j'apprenais des choses qui se passaient au Canada par le Washington Post ou le New York Times, qui eux autres, ou même BBC, la BBC d'Angleterre, là, qui sortait des textes sur ce qui se passait ou ce qui s'en venait en matière de pandémique au Canada, avant même que le gouvernement canadien le dise à ses gens, à ses citoyens. Alors, quelque part, moi, c'est pour ça que tu devrais voir mes favoris sur mon téléphone intelligent. J'ai tellement de sources diversifiées, puis j'ai pas peur de lire des sources que j'aime pas. Il y a des médias qui sont beaucoup plus de droite, qui me rejoignent pas, mais je veux savoir ce que ces gens-là disent, ce que ces gens-là pensent, parce que ça me permet, d'analyser ce qu'ils disent, de les contredire, de trouver des faits différents, ou des fois même de dire, tu sais, il y a du vrai des deux bords. Les deux extrêmes, là, quelque part, on peut effacer le ridicule puis l'exagérer au bout, là, puis ramener ça à quelque chose d'un petit peu plus tangible. Mais Roger a tellement raison de dire que c'est pas parce qu'on a des nouvelles 24 heures sur 24 on est super informé. C'est des choix éditoriaux qui font de parler de telle chose plutôt que de telle autre chose. Alors, c'est pas parce que Justin Trudeau dit que par septembre, tout le monde va être vacciné, puis qu'il le répète à chaque conférence qu'il donne, que c'est nécessairement le cas. Il faut quand même lui poser des questions. Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça, etc., etc. Alors, tu sais, c'est toutes des choses qu'on doit faire, puis d'éviter de juste vivre notre vie, puis penser que tout est transparent juste parce qu'on a lu les grands titres de 12 grands médias, soit écrits, télévisuels ou radiophoniques ou autres. Souvent, les titres, là, en passant, ne sont même pas écrits par les gens qui ont écrit ou pondu les textes. C'est juste pour attirer l'attention et souvent ne représentent pas du tout le texte qui suit. Alors, prenez les 2 minutes pour lire, mais c'est aussi vrai pour ceux qui vont nous diriger. Prenez 2 minutes, je me tue à dire ça depuis des décennies. Allez voir les bios des gens qui se présentent dans vos coins, ça prend. Même si vous passiez une journée sur les 50 quelques jours de campagne, juste pour vous informer sur vos candidats, puis d'apprendre à les connaître, bien, ça va vous permettre de faire des choix beaucoup plus éclairés que juste dire, bien, moi, je vote de même parce que, excuse-moi, ma famille vote de même depuis des lunes, ou parce que j'ai toujours voté comme ça, ou parce que mon chum fait ci. Non, je vote parce que cette personne-là rejoint mes priorités, va pousser pour mes choses. Puis si elle est là depuis quelque temps, est-ce qu'elle a tenu ce qu'elle nous avait dit qu'elle était pour faire? C'est comme ça qu'il faut qu'on pense. Mais c'est pas pour rien qu'ils savent qu'ils peuvent s'en sortir avec presque rien pour des fois des choses, des événements absolument épouvantables, là. Puis ils s'en sortent parce que le monde ne s'en préoccupe pas. Fait qu'on revient toujours à la bonne vieille phrase qu'on a les gouvernements qu'on mérite. Tu as parlé de transparence, puis une chose qu'on reproche peut-être, pas peut-être, là, que les partis d'opposition vont reprocher souvent à la CAQ présentement, c'est de manquer de transparence. Puis une affaire qui me fait rire, puis j'ai dit, voyons, ça se peut pas. Puis je me suis dit, il faut que j'en parle avec Françoise parce que, bon, tu as une carrière en politique, tu connais ça. Quand ils disent qu'ils ont des réunions, parce que là, on demande à voir, tu sais, OK, mais c'est quoi les spécialistes qui vous ont recommandé? C'est quoi les documents écrits qui vous ont permis de prendre telle décision? Puis ils disent, ben il n'y a pas vraiment de note de prix. Je dis, voyons donc, ça se peut pas, ça. C'est pas vrai qu'ils se rencontrent, tu sais, c'est le coin d'une table avec un café, puis qu'ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme décision, là? Fait qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? Ben, moi, je te dirais, il y a un petit peu de vrai dans ça. Okay. Puis en même temps, c'est presque hallucinant. Rappelons-nous du début. Maintenant, j'y crois un petit peu moins. Maintenant, je suis convaincue que c'est beaucoup plus documenté. Au début, là, c'était fou. C'était hallucinant comment les messages étaient contradictoires entre l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Rappelons-nous, là, au début, ils nous disaient de ne pas nous inquiéter. Ouais. Après ça, c'est devenu une pandémie. Au Canada, c'était la même chose. Moi, je me rappelle encore quand je suis arrivée de la Floride, de voir la directrice nationale de la santé publique canadienne, Dr. Tam,
que tout le monde écoute maintenant, puis qui ont écouté avec Justin Trudeau, passer, puis même aller, je me rappelle, ils ont été faire une tournée en Colombie-Britannique, elle et Justin Trudeau, pour dire aux gens de ne pas faire preuve de racisme envers la communauté chinoise, que c'était pas, tu sais, qu'il n'y avait pas vraiment de pandémie ici au Canada, que les chances que ça rentre ici, oubliez ça. Alors, tu sais, on a tous vécu ces choses-là, et là, tout d'un coup, tout s'est mis à débouler. Et là, on a fermé les frontières. Et là, on a fait ça une fois que tous les congés de la semaine de relâche étaient terminés pour faire plaisir à tous les transporteurs et autres et aux vacanciers, puis pas se faire trop d'ennemis, parce qu'il y a toujours un balance politique et santé publique, n'en déplaise à certains, là, ça entre dans les balances. Et là, je suis convaincue, moi, qu'à tous les jours, parce qu'on avait des conférences de presse à tous les jours, non, ils ne prenaient pas le temps. Il y avait sûrement quelqu'un qui prenait en note la conclusion finale, là, mais de dire comment est-ce que les directives allaient, je ne sais pas s'ils étaient aussi ordonnées que ça. J'essaie juste des fois de m'imaginer, mais ça, c'est moi. J'ai aucune preuve de ce que j'avance, fait que vous prenez ce que vous voulez de ce que je dis. Moi, je fais juste m'imaginer, tu as le docteur Arruda dans la salle, avec François Legault à l'époque, la ministre McCann, qui était la ministre de la Santé. Tu as le docteur Arruda, qui n'est pas toujours d'une clarté limpide, là, qui ses messages sont un petit peu partout, qui parle à ses différents directeurs de la santé publique, parce qu'il y en a dans chaque région, y compris dans l'Outaouais. Tu as des situations différentes de Montréal à Haute. Alors, entre le moment où lui s'assoit avec le premier ministre, puis qu'il y a eu ces différentes conversations, il y a des messages contradictoires de tout le monde. Là, il rentre dans la salle, et là, je pense que François Legault se dit, OK, voici ce que je vais faire. Alors, après ça, de dire que tu vas démontrer qu'il y avait une espèce de façon scientifique de faire les choses, j'y crois plus ou moins. Ouais. Maintenant, peut-être un peu plus parce qu'on a plus de statistiques, on a plus de données scientifiques aussi, on a plus d'experts qui travaillent sur les dossiers, qui sont à l'extérieur de nos santé publiques, là, qui sont nos fonctionnaires, moi j'appelle ça des hauts fonctionnaires de la santé. On a nos gens sur le terrain qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans la recherche, dans tout ce que tu voudras. Et là, ça commence à être beaucoup plus scientifique, beaucoup plus normal. Alors, oui, transparence, ça sera peut-être une des conclusions d'une future enquête publique qu'on doit avoir en passant, je le pense sincèrement, une fois que le gros de tout ça est terminé, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qu'on aurait pu faire qui aurait pu éviter des pertes de vie et s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais. Et je suis convaincue qu'il va falloir, outre sa cellule de crise, parce qu'il y avait sa cellule de crise, ça, moi, j'appelle ça plus une espèce de cellule à la Arnold Schwarzenegger, là, qui doit prendre une décision ultra rapide, fait qu'ils n'ont pas le temps de s'enfarger dans les fleurs de tapis. Au début, c'était astronomique, puis c'était des morts par-dessus des morts, par-dessus des morts. La belle statistique qu'on entend tous les jours, là, c'est qu'il y a de moins en moins de morts. Et ça, c'est sûrement rassurant pour le gouvernement, mais ça lui permet d'être plus transparent. Maintenant, il y a moins d'excuses d'être moins transparent. Je lui pardonne beaucoup plus au début parce que ça a dû être à la vitesse de l'éclair. Alors, oui, c'est facile quand il est parti d'opposition, mais je suis convaincue qu'il aurait fait la même chose à ce moment-là. Ce que j'aurais peut-être aimé, c'est qu'il assoie vraiment, puis pas juste pour dire voici ce qu'on fait, puis informer, mais de les faire participer dans le processus décisionnel, de mettre les représentants de chacun des partis d'opposition, parce que c'est une guerre de virus qui nous appartient à tous et non pas à des partis politiques et qu'on doit tous combattre ensemble. Tu sais, c'est comme les vaccins, je me tue à dire, hey, je suis tannée des batailles, savoir qui est-ce qui va en avoir combien, puis quel pays avant tel pays. C'est une pandémie mondiale, les amis, quand bien même que nous serions tous immunisés personnellement, si après ça, on s'en va voyager dans un pays qui ne l'est pas, puis qu'on transporte le virus avec nous, il faut que la planète soit immunisée dans son ensemble. Donc, il faudrait qu'on travaille tout le monde ensemble plutôt que de faire de la politique de bas étage à ce niveau-là. Moi, c'est la chose, puis peut-être que ce sera une des recommandations à venir, de vraiment faire participer dans le processus décisionnel, pas juste informatif, là. Je ne demande pas d'avoir un comité de chaque parti,
mais au moins une personne qui participe, qui est là pour représenter, par exemple, le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral du Québec. Puis à ce moment-là, ces gens-là peuvent aller parler à leur monde puis aider dans le processus. Mais dans cette optique-là, est-ce que c'était, d'après toi, nécessaire que ce soit une déclaration d'urgence que là, qu'on a un gouvernement qui dirige par lui-même ou ça aurait pu se gérer avec dans une atmosphère normale, avec la participation, si tout le monde était conscient, disons, du problème qui s'en venait, puis d'avoir une participation de tout qui comprend tous les partis pour diriger ça, ou ça prenait nécessairement Moi, je pense que ça la prenait nécessairement, définitivement. On est trop dans un processus. On n'a pas encore cette mentalité. On est encore dans de la grosse politique partisane. Tu sais, moi, longtemps, j'ai cru que, je me rappelle la première fois que j'avais été élue en 2004, c'était un gouvernement minoritaire. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de gouvernement minoritaire au fédéral. Puis j'étais toute emballée par ça parce que, comme je te dis, moi, je me suis jamais vraiment sentie partisane. Tu sais, comme vivre et mourir pour un parti politique, c'est pas mon style. J'embrasse, façon de parler, là, j'embrasse pas, là, mais j'embrasse une... Non, surtout pas. Je vais sortir mon masque. Mais j'embrasse une politique, une façon de voir, une vision, un leader dans lequel je crois, comme Jack Layton en 2011. Un parti qui va m'aider, me permettre de faire pousser des choses dans lesquelles je crois. Moi, je suis embarquée dans ce gouvernement minoritaire en me disant « Hey, ça va être cool, Jean-François! On va travailler tout le monde ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Tu sais, si on ne veut pas retourner en élection. » Puis dans ma tête d'imbécile qui commençait en politique, je me disais « Hey, les gens ne veulent pas retourner en élection maintenant. » Mais sans penser que les partis politiques, par définition, pour la plupart, je dis la plupart, je ne mettrais pas Québec solidaire dans cette optique-là, ni le nouveau Parti démocratique, sont là en espérant prendre le pouvoir le plus rapidement possible et de façon majoritaire pour ne pas dépendre de qui que ce soit, puis être capable de contrôler. Et tant que ça va être ça, la mentalité, puis que ce sont ces partis-là qui sont toujours élus, pratiquement élection après élection pour gouverner, tu ne changeras pas leur mentalité. Oui, ça aurait été mieux d'avoir tous les partis politiques assis autour d'une même table, prêts à adopter des mesures d'urgence, mais ce n'est pas malheureusement dans l'ADN ni de la politique québécoise, ni de la politique fédérale. Et l'urgence sanitaire faisait en sorte qu'il y avait des décisions importantes à prendre en termes de fermeture, en termes d'ajout de personnel, en termes de juste bypasser des fois des conventions collectives pour pouvoir permettre de mettre des gens sur tel étage plutôt que tel étage, fermer tel service. On ne peut pas réaliser l'ampleur des décisions qui ont eu à être prises dans un contexte écoute, jusqu'à 3800 morts dans les CHSLD et RPA dans la première vague. C'est énorme. Alors, tu sais, il y a eu des grosses décisions. C'est des fois plus facile de voir après coup ce qui a été moins bien fait, ce qui pourrait être mieux fait, mais dans l'optique où les gens continuent à avoir cette mentalité de politique partisane, où ta seule quête, c'est la quête du pouvoir, c'est bien difficile d'avoir une soirée de kumbaya, tout le monde ensemble, là, tu sais. Mais puis, on dirait cette mentalité-là, même elle va au-delà de la politique, je trouve qu'elle est même publique. Puis je pense, c'est ça que j'avais entendu quand tu as fait ta chronique radio, tu parlais de comment les gens réagissent sur les médias sociaux. C'est tellement polarisé, c'est fou. C'est méchant. Oui, puis c'est... Oui, envers les politiciens, mais aussi entre les personnes, dépendamment de leur croyance ou à quel parti ils adhèrent. Puis là, on dirait qu'il n'y a plus place à la conversation. C'est juste attaque par-dessus attaque. Mais tu sais, tu as tellement raison, puis on n'a pas parlé, puis c'est tellement tant mieux, puis je suis tellement contente de ça, puis je m'en veux presque de mettre son nom dans notre conversation. Mais tu sais, le fléau Donald Trump, là, il est venu absolument pervertir les réseaux sociaux. Et moi, je peux te dire que depuis que Twitter l'a banni, Facebook l'a banni, je me suis sentie déjà mieux sur les réseaux sociaux. Parce que ces gens-là, tu as raison de dire que ça va jusqu'à la population, où les gens sont mal engueulés, sont méchants s'ils n'aiment pas ce que tu dis, ou même des fois sur des vidéos cute, là, tu sais. Tantôt, j'ai mis sur Twitter une vidéo que j'ai vue circuler d'un joueur de basket
qui montre un jeune trisomique à tourner le ballon sur son doigt, puis tu vois l'émerveillement. Ça fait du bien à mon moral de voir une chose comme ça en ce vendredi gris et après une grosse semaine de politique COVID et autres, là, tu sais. Mais tu as tout le temps des gens imbéciles quand tu lis les commentaires qui écrivent des horreurs. Puis tu dis, voyons donc, tu peux-tu être méchant à ce point-là? Et je pense qu'il y a peut-être un peu l'effet du temps qu'on vit, mais il y a aussi cette licence que j'appelle ce permis que certains dirigeants, parce que par définition, tu es président des États-Unis ou tu occupes une haute fonction, c'est comme si tu permets à un groupe de mal-engueulés de dire n'importe quoi. Puis quand on les arrête, ces gens-là, c'est un peu comme les bullies dans le cours d'école, les intimidateurs, là, tu sais. Tant qu'on ne se lève pas contre ces gens-là, ils disent n'importe quoi, font peur à plein de monde et ça encourage des autres gros cheap comme eux autres à continuer ce processus-là jusqu'à temps que les gens fassent « c'est assez ». C'est assez, on n'en veut plus. Alors, il y a une responsabilité aussi de ces plateformes de réseaux sociaux pour s'assurer qu'on ne laisse pas ce genre de... Ça ne veut pas dire d'enlever la liberté d'expression. Moi, je dis toujours, tu as le droit de dire ce que tu veux, de penser ce que tu veux. Mais si ton propos, c'est que d'être méchant et de rire de quelqu'un méchamment pour entraîner d'autres personnes à rire méchamment de cette personne-là, en tout cas, ça n'a pas sa place dans la société, ça. Mais j'aurais envie de dire, puis là, je m'en excuse à mes collègues dans les médias, mais je pense que les médias ont une certaine responsabilité parce que, il me semble, je me souviens pas, là, puis peut-être, corrige-moi si je me trompe, mais je me souviens pas d'avoir vu des chroniqueurs dire des choses comme, tu sais, de parler d'utiliser des termes comme covidio puis touristata, mettons. Tu sais, OK, peut-être que c'est pas correct, ou c'est un autre débat, savoir si c'est correct ou non, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font. Mais utiliser ces termes-là, ou est-ce que tu dégrades ces gens-là qui sont tes auditeurs en quelque part, je trouve que c'est peut-être pas non plus la façon de faire. Parce que là, on rentre dans une guerre de mots entre le journaliste ou le chroniqueur puis les auditeurs. Tu sais, où est-ce que je trouve que ça devient exagéré, là. Tout à fait. Moi, je suis d'accord. Je suis complètement de ton avis là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on se rappelle du pouvoir des mots. Tu sais, c'est une expression, ça, le pouvoir des mots, le pouvoir de la parole, de l'écrit. Et des fois, on utilise des mots-clics sans les réaliser comment ils sont pleins de propos sous-jacents. Puis des fois, c'est fait sans méchanceté, mais c'est important de le rappeler. Puis les médias ont beaucoup à faire là-dessus. Puis ça, des fois, ça peut être juste... Tu sais, moi, je suis une avocate en relations de travail. Alors souvent, je vais parler à des groupes, leur dire, bon, dans les relations de travail, les rumeurs, même quand quelqu'un me dit, oui, mais moi, je ne l'ai pas propagé, j'étais juste assise là, puis j'ai rien fait, j'ai rien dit. Bien, justement, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, tu aurais pu arrêter ça. C'est notre responsabilité à tous. Même chose avec les médias. Alors, tu sais, des fois, de prendre le contrôle. Quand tu ouvres une page de fans d'une émission, par exemple, ou d'un média quelconque, tu as une responsabilité, d'après moi, puis ça vaut ce que ça vaut, de t'assurer que ce qui est écrit là, ben, ça respecte ta philosophie d'antenne, tes principes, tes principes moraux de base. Alors, que ce soit un animateur, un chroniqueur, un journaliste ou un membre du public qui dépasse les bornes, il faut que tu remettes de l'ordre dans ça. Moi, je me souviens, les premières fois que j'ai fait du commentaire où j'avais des interactions avec pas des téléspectateurs, c'était des gens qui lisaient, par exemple, Info 07. J'avais une petite chronique écrite à l'époque et les gens pouvaient écrire puis échanger avec moi. C'était bien avant les temps de Facebook, ça, puis de Twitter. Puis des fois, il y en avait des mal engueulés entre toi et moi, là, Jean-François. Puis ça a toujours été ma politique, même encore, de quand quelqu'un dit des choses, puis j'en lis beaucoup, là, parce que je suis souvent dans les médias, je suis aussi à CBC News World, à Power and Politics les mardis soirs. Et des fois, je fais des erreurs en anglais, fait que des fois, je me fais arracher la tête. Et j'en fais aussi en français en passant. Et parce que la personne n'aime pas mon opinion ou l'a mal compris.
personnalise, là, tu sais, puis là, c'est dégradant, tu sais, on sait bien, c'est une ancienne libérale ou c'est une ancienne néo-démocrate, puis c'est des comme ci, puis c'est des comme ça. Puis c'est tellement, tu sais, comme une chance d'une bonne couenne, là, tu sais, pas que ça me passe 10 pieds au-dessus de la tête, parce que ça vient quand même, c'est souvent le commentaire qui te reste à la fin de la journée dans ton cerveau, pas les 18 personnes qui vont avoir dit « Ah, j'aime tellement ce que tu as dit aujourd'hui ». Ça, on se dit « Ah, yeah, ça fait du bien », puis on passe à autre chose. Mais le méchant là, qui est venu te... Alors, moi, je répondais, puis je réponds quand même à ces gens-là mal engueulés de façon polie. Et souvent, entre autres, sur mon Facebook, je leur donne une chance. Une seule. Pas deux, pas trois, une. Puis je leur dis « Regarde, je veux bien qu'on débatte de tel sujet. » Ou des fois, ils vont débattre entre deux personnes. Moi, j'ai mis un article sur ma page, qui est ma page personnelle, pas une page fan club, là. Je ne crois pas là-dedans. Alors, une page personnelle, je mets un article, puis là, un débat commence entre deux personnes, puis commence à mal s'engueuler. Un, je leur dis, allez faire ça chez vous, donc pas dans mon salon, c'est-à-dire sur ma page personnelle. Puis deuxièmement, si vous n'êtes pas capable de vous traiter poliment et au-delà de personnaliser puis d'être méchant, d'argumenter sur vos idées, je vais vous sortir tout simplement de ma liste d'amis. Ouais. C'est tout. Vous êtes avisés. Et ça, il faut que les médias, les propriétaires de salles de nouvelles, de tout ce que tu voudras, les politiciens aussi, ils ont une grosse part de responsabilité. Hey, je lis des tweets, Jean-François, de certains politiciens. C'est horrible. Ils encouragent ce genre de propos-là. Alors, c'est des licences qu'ils donnent à tout le monde de faire comme eux, parce que les gens, c'est la réponse qu'ils donnent. Bien, c'est pas moi qui ai parti ça, c'est un tel qui est député de tel endroit. Alors, je pense qu'il faut qu'on se regarde tous si on va avoir... peut-être que c'est pas aussi excitant là, pour certains, mais moi, c'est drôle. Je sais pas toi, là, mais moi, j'ai zéro excitation de voir de la cochonnerie puis de lire des propos méchants. Ça me fait même pas plaisir de voir ça. Pour que tu aimes ce genre de choses-là, il faut que ta vie soit plate en maudit. Non, ben, regarde, je partage ton avis, puis je suis comme toi, moi, je trouve que tu peux t'exprimer, puis avoir peu importe quel avis. D'en débattre, c'est sain, c'est parfait, c'est ça que ça prend dans une société démocratique. Mais la façon que ça se fait présentement, c'est peut-être pas la meilleure des façons. François, ça fait déjà un bon bout qu'on jase, mais je veux absolument te poser une dernière question, si tu permets. Je veux ramener ça au niveau local. Étais-tu surprise de voir l'annonce de Penneau-Jobin? Oui, honnêtement, je l'étais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il quitte cette année. Je savais qu'un jour, il irait faire autre chose, il irait à d'autres paliers politiques parce qu'il a la politique dans le sang depuis longtemps. C'est un gars de politique, d'administration, ça se sent. Mais par contre, il avait laissé sous-entendre, en tout cas, c'est l'impression qu'on avait. Il a été fin finaux. Je me rappelle une entrevue qu'il avait donnée à Mathieu Nadon à Radio-Canada, au téléjournal ici, Ottawa-Gatineau, et qui lui posait clairement la question parce qu'il faisait une entrevue avec le maire d'Ottawa, puis il se faisait poser des questions sur des enjeux. Puis à la fin, Mathieu leur avait posé la question, « Tu te représentes? » Puis il avait parlé plus tôt qu'il y avait encore beaucoup de dossiers à régler. Alors, mais on a tous présumé, comme quoi il ne faut pas présumer dans la vie que ça voulait dire, écoute, on est presque là, aux élections municipales. C'est en novembre 2021, en temps de pandémie, c'est quelque chose. Alors, d'apprendre qu'il quitte, oui, j'étais surprise du moment, mais en même temps, il y aura des élections qui s'en viennent au fédéral, j'en suis convaincue. Moi, je suis de celle qui pense que ça va être autour du mois de juin et non pas plus tard. Et il y aura des élections provinciales l'année prochaine. Ça serait peut-être plus intéressant pour Maxime Penneau-Jobin de s'en aller vers le provincial. On verra là où il aboutira. J'ai des antennes qui me disent à la CAQ, puis j'en ai d'autres qui me disent non, peut-être au PQ. Ça reste à voir. On verra bien. Puis est-ce que tu penses qu'Action Gatineau est assez solide pour tenir sans lui? Oh, ça, c'est la question qui tue. J'espérais presque que tu ne me la poses pas. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Ben, c'est parce qu'ils sont à la recherche d'un leader. Écoute, c'est pas évident de remplacer un Maxime Penneau-Jobin, qui est quand même une personnalité forte, un homme solide, mais il y en a d'autres. Tu sais, il ne faut pas penser que
Passez-nous, là, il n'y a pas rien d'autre qui existe sous le soleil. T'sais. Il y en a d'autres là, qui sont capables de faire le travail. Reste à trouver qui veut prendre cette pôle-là, mais ça nous indique que ça pourrait être une élection extrêmement intéressante. Puis, est-ce que le parti Action Gatineau doit continuer? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages d'être tous regroupés, ces gens-là, ensemble. Premièrement, ça leur donne une plateforme, un air organisé. Ça leur permet d'obtenir du financement politique que les autres ne peuvent pas de la même façon. Alors, c'est la façon de t'organiser avec des gens qui partagent ton opinion. Ce n'est pas nécessairement des partis politiques comme on est habitué d'entendre parler, tu sais, comme les partis libéraux, CAQ et autres, mais ça a sa place. Restera à voir si un autre pourrait s'organiser avec d'autres visions. On verra. Mais ça m'excite un petit peu. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à ce niveau-là très bientôt. Ouais, ça va changer de portrait, c'est certain. Mais écoute, Françoise, merci beaucoup. C'était une belle conversation. J'ai beaucoup apprécié. J'espère qu'on va pouvoir le refaire peut-être dans un certain temps, mais en personne cette fois-là, qu'on se voit pour de vrai. Quand on sera vaccinés tous les deux. Ça va me faire plaisir. Un gros merci. Ça fait plaisir. Ah, c'était fun, ça. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.